Et donc c'est le moment pour un retour de la consultation et de la concertation. Donc je vous invite à accueillir Jean Hubac, qui est chef de service, adjoint à la directrice générale de l'enseignement scolaire, ainsi que Guillaume Aujaleux, chef de service adjoint au directeur général des ressources humaines. Bonjour à tous. Merci à vous. Madame la ministre d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et messieurs, donc on va se livrer en une trentaine de minutes à une restitution de la phase de consultation, concertation qui a eu lieu au cours des mois précédents. Peut-être vous dire que cette phase a été séquencée en 5 moments qui se sont conduits de manière conjointe et parallèle. Le lancement d'une enquête nationale à l'adresse de l'ensemble des personnels de la communauté éducative, une concertation qui a été menée avec les représentants des organisations syndicales et co-pilotée par la Direction générale des ressources humaines et la Direction générale de l'enseignement scolaire, une consultation des recteurs et des DAZEN, une concertation menée aussi auprès de nos réseaux métiers de conseillers techniques, médecins, infirmières, assistants de service social et puis psychologues de l'éducation nationale, enfin réseau de psychologues de l'éducation nationale, et puis 3 déplacements en académie. Je remercie à nouveau les 3 recteurs qui nous ont accueillis à Orléans-Tours, à Amiens et à Versailles. On a choisi rapidement de vous faire un état de la concertation sur chacun de ces aspects-là, plutôt que d'avoir une concertation groupée pour ne pas diluer non plus ce qu'on a pu entendre, même s'il y a beaucoup de points de convergence, il faut quand même l'admettre, autant dans les constats qui ont été dressés que dans les attentes et dans les points de vigilance. Je tiens à préciser aussi que ce ne sont pas des annonces de mesures, c'est bien un état des lieux de la concertation qui a eu lieu et qui met en valeur les points saillants sans prétention à l'exhaustivité, à laquelle nous allons donc nous livrer à 2 voix. Alors, les premiers éléments concernent rapidement cette enquête qui a donc été envoyée à l'ensemble de la communauté éducative. Nous avons eu près de 30 000 réponses, 29 427 exactement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de constater que la moitié de ces réponses proviennent de parents d'élèves qui se sont sentis suffisamment intéressés pour consacrer un peu de temps à répondre à un certain nombre de questions. Parmi les répondants, évidemment, ce sont aussi les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale qui ont répondu massivement. Alors, 80%, ça veut dire que 80% des médecins de l'éducation nationale ont répondu à l'enquête, sans que nous sachions qui exactement, puisque je vous rappelle qu'elle était anonyme, même si les gens déclaraient au début la profession finalement qu'ils exerçaient. Donc 80% des médecins, 59% des infirmiers, 36% des conseillers techniques de services sociaux et 26% des psychologues de l'éducation nationale. Sur les principaux enseignements qu'on peut tirer de l'enquête. D'abord, c'est que les objectifs pour la santé scolaire sont largement partagés par l'ensemble des répondants, avec un certain nombre là aussi de points saillants, l'importance donnée à une intervention sur l'ensemble du parcours de l'élève, depuis le plus jeune âge jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire et la fin du lycée, donc qui est pour 11% des répondants une notion importante et centrale de la santé scolaire. De la même manière, je ne vais pas vous citer les chiffres exactement, mais en tout cas une importance très forte qui est donnée à l'action des personnels sociaux et de santé dans l'appui à la réussite des élèves, et puis l'importance donnée aussi à la nécessité de l'expertise coordonnée de ces personnels pour accompagner les élèves. Alors ça fait écho à ces autres chiffres qui sont donc une volonté de renforcer l'articulation entre les différents professionnels. Premier élément, le fait que pour avoir un bon diagnostic, il faut une expertise croisée avec des expertises qui viennent de différents corps de métier. Deuxième élément, une volonté que l'articulation et le travail intégré soient rendus plus visibles au niveau départemental et vous voyez que les chiffres sont suffisamment importants pour qu'on considère qu'ayant répondu oui à la question d'avant, on répond oui aussi au fait qu'il y ait une attention prêtée au fait que ça doit se faire sans relation hiérarchique entre les personnels. De manière
un peu plus nuancé, on a interrogé sur les conditions matérielles, et là pour le coup ce sont les personnels directement concernés qui pouvaient répondre à ces questions, et conditions matérielles qui sont jugées satisfaisantes pour 50%, donc si vous faites l'inverse, jugées pas suffisamment satisfaisantes pour 50%. Et puis nous avons quand même posé cette question qui était revenue un petit peu comme un bruit de fond au cours des derniers mois, question de savoir si les personnels répondants étaient pour ou non un transfert de la santé scolaire vers d'autres acteurs ou un maintien au sein de l'éducation nationale. Et massivement, vous le voyez, il y a un attachement très fort qui est aussi une conviction chez nous, pour que ces personnels soient bien rattachés et restent au sein de l'éducation nationale. Alors, il y avait d'autres questions, mais l'objectif n'est pas de rendre compte de l'intégralité des questions, c'était vraiment les points saillants là qu'on souhaitait vous restituer. On va passer à la question de le temps de concertation qu'on a eu avec les organisations syndicales. Oui, une concertation nourrie, importante, sur presque 6 mois, où nous sommes vus dans plusieurs groupes de travail autour de 4 axes de réflexion. Quels objectifs pour la santé scolaire, quelles modalités de pilotage, et avec, dans ces modalités de pilotage, comment articuler les missions des différents personnels en charge de la santé scolaire. Et puis bien sûr, pour mettre en place ces objectifs et ce pilotage, quels moyens et quelles mesures pour permettre une meilleure attractivité des métiers. Plusieurs expressions convergentes, même si bien sûr cette restitution n'a pas vocation à donner l'ensemble de la diversité des expressions et des échanges que nous avons eus lors de ces différents GT, mais il nous a semblé qu'il y avait quand même quelques expressions convergentes sur une orientation de la politique de santé scolaire qui doit être réaffirmée, sur l'articulation des missions, sans bien sûr relations hiérarchiques les uns avec les autres, et tout en respectant bien sûr les missions de chacun et les textes statutaires. En matière de prévention et de promotion, renforcer l'intervention dans le premier degré, bien sûr, tout en préservant les acquis et les effectifs dans le second degré. Travailler sur l'allègement des charges administratives et sur la simplification des procédures, afin de bien sûr optimiser les interventions vis-à-vis des élèves. Et puis les emplois qui constituent bien sûr une clé de réussite de la santé scolaire, et ces personnels bien sûr qui sont derrière ces emplois. Et puis quand même une petite mention sur les conditions matérielles d'exercice des fonctions, car l'outil de travail, les conditions de travail, c'est aussi une garantie d'un travail efficace en faveur des élèves et des établissements. Nous avons aussi bien sûr évoqué quelques pistes ensemble, qui sont voilà, quelques pistes d'échange, sur des mesures possiblement d'attractivité, car bien sûr il y a un constat qui est certain, c'est que nous avons perdu 30% des médecins en activité ces 5 dernières années, et même si pour les autres métiers, infirmiers, assistants de service social, psychologues, nous avons un peu moins de difficultés, mais quand même, il faut être vigilant. Et donc, nous avons évoqué ensemble quelques pistes, notamment renforcer la formation professionnelle continue pour les médecins et les infirmiers, adapter les modalités d'accès au concours de médecins de l'éducation nationale pour attirer des jeunes diplômés, et pas simplement, même si nous les recherchons aussi, des médecins en milieu de carrière. Autoriser aussi peut-être la pratique mixte entre la médecine scolaire et la médecine libérale, pour permettre à certains collègues médecins qui souhaitent avoir dans une même carrière professionnelle plusieurs activités, et donc ouvrir cette pluriactivité. Enfin, il y a aussi des mesures sur les grilles de rémunération, parce qu'il faut penser aussi au déroulement des carrières qui sont aussi de plus en plus longues. Et puis, créer peut-être, et c'était une piste que certains évoquaient, un choc un peu d'attractivité avec peut-être une prime d'installation, pour attirer les médecins dans un contexte de marché du travail, on le sait, très tendu, attirer des médecins vers l'école et vers le soin des élèves.
Voilà les quelques pistes et quelques rendus partiels, bien sûr, de nos échanges. Alors, qui sont très convergents avec ce qu'on a pu tirer des discussions qu'on a eues par ailleurs avec les réseaux de conseillers techniques, sur lesquels je reviendrai rapidement, et qui sont convergents aussi avec les transmissions de documents par les recteurs et directeurs académiques, qui avait pour objectif initial en fait de présenter un état des lieux de la santé scolaire dans l'académie, d'en dresser une analyse et puis d'exprimer un certain nombre d'attentes qui pouvaient être repérées localement. Alors sans regarder les choses vraiment dans le détail, mais on retrouve des choses qui ont émergé lors de la concertation avec les organisations syndicales, sans surprise. Mais globalement, il y a comme une demande forte qui repose à la fois sur un pilotage qui soit global de la santé scolaire. On l'a entendu tout à l'heure, d'ailleurs, de la part d'expériences vécues dans les départements ou les académies. Et puis une autre demande forte sur la clarification et une mise en cohérence des missions des différents personnels qui œuvrent à la santé scolaire. Donc là, vous avez un certain nombre de... Alors l'état des lieux, je ne vais pas revenir dessus, on le connaît bien. Sur les leviers possibles, la question, la marge de manœuvre finalement pour favoriser le recrutement de personnel avec l'adoption de stratégies RH qui pourraient être plus efficaces. La question de la création d'un pôle, on en a parlé, on l'a vu avec des expériences en particulier à Amiens, et la question de la stratégie départementale en construction de ce pôle. La question du premier degré, de la couverture du premier degré, qui est toujours une question qui revient régulièrement. Tout le monde est d'accord pour intervenir plus dans le premier degré. La question est de savoir à quelles conditions on est capable de le faire et avec quelle mission collective pour les personnels qui y interviennent. Et puis la question justement de préserver une approche qui soit vraiment complémentaire des différents métiers entre eux. Je disais, avec les conseillers techniques et les référents psychologues de l'éducation nationale, on a mené aussi ces discussions. Elles sont pour le coup encore plus convergentes que les transmissions des documents par les recteurs. Alors en matière d'attractivité et de revalorisation, il y a vraiment quelque chose qui ressort fortement en matière d'harmonisation des conditions de rémunération qui peuvent être variables non seulement d'un corps à l'autre, mais parfois aussi en matière de contractuel d'une académie à l'autre. Conditions de travail aussi, le développement de la formation continue pour les 4 corps, qui on le sait est une dimension qu'on a du mal à tenir, et savoir comment est-ce qu'on pourrait garantir que cette formation continue ait bien lieu et qu'elle soit harmonisée pour l'ensemble des personnels. Et c'est aussi la question qu'on a du développement professionnel continu pour les médecins et les infirmiers en particulier. C'est aussi la question de la sécurisation des affectations, et là je vais évoquer des personnels qu'on n'a pas évoqués depuis le début de la matinée, qui sont les secrétaires médicaux, et qui pour le coup sont aussi concernés par ces questions d'affectation et de maillage du territoire autour des CMS. La question de l'organisation et du pilotage, avec ce qui remonte fortement de s'appuyer sur ces expertises croisées, je l'ai dit, j'y reviens pas. L'harmonisation des chaînes hiérarchiques aussi, des 4 corps. Harmonisation, ça ne veut pas dire uniformité, mais en tout cas, ça veut dire mener une réflexion pour savoir comment est-ce qu'on travaille avec des chaînes hiérarchiques qui ne sont pas identiques d'un corps à l'autre, et qui a des répercussions, cette diversité, sur le pilotage au niveau départemental. Et puis, alors ça rejoint aussi la question des conditions de travail en soi, c'est doter l'ensemble des personnels des équipements nécessaires à l'exercice du métier. Là aussi, les situations sont disparates d'une académie à l'autre, d'un département à l'autre, parfois à l'intérieur des départements, d'une situation territoriale à l'autre. Est revenu aussi dans cette question d'organisation et de pilotage, je parlais tout à l'heure du premier degré, de la manière dont collectivement on pouvait mieux prendre en charge la question de la détection la plus précoce possible et réinterroger cette visite médicale de la 6e année, dont on pourrait faire évoluer les modalités d'après les propositions qui ont pu être faites par les différents corps professionnels. Une dimension sur la rénovation et la simplification des missions, qui là aussi est revenue très souvent. À quelles conditions on intervient dans le premier degré, je ne reviens pas. La question des missions des infirmiers et des infirmières, mais aussi des médecins, en fait, qui se voient
progressivement, parfois embolisés par un certain nombre de priorités qui arrivent et qui peuvent être à caractère fortement administratif. Et on a entendu tout à l'heure lors des tables rondes qu'il y a des expériences qui permettent aussi d'essayer de regagner du temps professionnel au bénéfice des élèves. Donc là aussi, une demande forte qu'il puisse y avoir une réflexion plus importante et aboutir à des solutions concrètes pour libérer du temps utile disponible. La montée en compétences, alors c'est la question de la formation, mais pas seulement. Ont été évoquées aussi la question des infirmières de pratique avancée, en particulier pour les infirmiers, et qui n'irait pas sans création de postes dans les demandes en tout cas. Et puis la question de la rénovation des missions, mais qui est plutôt pour le coup l'articulation des missions des différents personnels entre eux. Les 3 déplacements qu'on a fait dans les académies, je ne serai pas très long là-dessus parce qu'on est rentré vraiment dans l'expérience vécue et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les expériences qui ont pu être valorisées lors des tables rondes. Donc on a rencontré des personnels qui nous ont fait part là aussi de ce qu'ils mettaient en place et qui, au détour, nous ont fait part aussi de ce qu'ils souhaiteraient voir être mis en place. Sur les constats majeurs, la nécessité qu'il y ait une feuille de route qui puisse être définie à tous les niveaux, donc depuis le niveau le plus local jusqu'au niveau académique et au niveau national. La question aussi de l'adaptation, le principal constat quand même qu'on a pu faire, c'est que tous ces personnels avec leur expertise conjointe, dans beaucoup d'endroits, travaillent effectivement au service des élèves avec une vraie inventivité et qui montre une volonté de s'adapter aux besoins locaux, viscéralement, je dirais, accrochés aux valeurs professionnelles. Premier degré, je ne reviens pas dessus. Les tentatives pour formaliser le travail coordonné, ça aussi c'est important. On l'a vu là encore dans certains territoires témoignant dans les tables rondes. Mais il y a des endroits dans lesquels il y a réellement un travail coordonné qui est institutionnalisé, porté bien souvent par les recteurs et par les DAZEN, et qui permettent d'avoir une sorte de ces feuilles de route dont j'évoquais la nécessité au début de cette diapositive. Et une mention spécifique sur la question du service social en faveur des élèves, dont le besoin d'intervention dans le premier degré vient pour le coup en complément des actions qui pourraient être menées sur un secteur plus spécifiquement lié à la santé. Voilà, donc vous le voyez, les choses sont relativement, enfin non, elles sont très convergentes pour le coup, et elles traitent vraiment toutes les thématiques qu'on a pu évoquer avec les organisations syndicales. C'était la photographie qu'on voulait dont on voulait vous rendre compte aujourd'hui, avec cette idée qu'on est dans un travail probablement de réflexion sur certains sujets qui aura besoin d'être encore mûri. Merci beaucoup. Nous allons donc assister à la clôture de ces assises. Nous accueillons donc Monsieur le ministre Yannick Neuder, ministre auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins. Merci. Bonjour à tous, Madame la Ministre, chère Elisabeth Borne, Mesdames et Messieurs, très heureux d'être invité en tant que ministre de la Santé aux assises de la santé scolaire. Et je crois que c'est très important que nous puissions échanger sur la santé de nos enfants. Je crois que ces assises ont donné lieu à une large concertation avec l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, avec les familles. Je crois que c'est la méthode d'Elisabeth Borne, c'est aussi ma méthode, et je crois que c'est la seule méthode finalement si on veut pouvoir concrètement faire bouger les lignes. Alors moi, en tant que ministre de la Santé, qu'est-ce que je viens faire dans le milieu de l'éducation nationale ? Eh bien simplement vous dire des choses assez simples, que je crois que la santé de nos enfants, les sujets de prévention
sont des sujets qui nous animent particulièrement avec Elisabeth Borne, que l'école doit être un lieu de santé, et ce, dans toutes ses dimensions, selon la définition de l'OMS, avec une bonne santé physique, mentale et sociale. Je me rendrai dans quelques jours à Genève pour l'Assemblée mondiale de la santé, et nous aurons justement un temps spécifique sur la santé de l'enfant. Je voudrais peut-être commencer par saluer, et vous en êtes les effecteurs, du succès de la campagne de vaccination contre le papillomavirus que nous menons déjà, nos ministères et vous tous, depuis 2 ans, qui a permis de faire considérablement progresser la couverture vaccinale chez les filles comme chez les garçons. Vous le savez, avec ce vaccin, nous avons la possibilité d'éradiquer le cancer, et notamment le cancer de l'utérus, et on voit que certains pays en Europe, j'ai pu accueillir il y a quelques semaines mon homologue du Danemark, ou on l'a vu en Australie, où ils arrivent à totalement éradiquer ces cancers. Donc c'est pour ça que nous avons décidé, et j'ai décidé au titre du ministre de la Santé, de pouvoir poursuivre ces actions et ces campagnes de vaccination, et naturellement la coopération avec l'éducation nationale pour que chaque élève puisse avoir accès à ces injections. Et vous le savez, nous avons malheureusement été frappés de plein fouet par beaucoup de cas de méningite, particulièrement méningite du jeune. Nous avons des sujets extrêmement inquiétants sur notamment la résurgescence de ces pathologies, probablement liées à un épisode de grippe qui a été fort, qui a été très impactant, qui fragilise l'état des muqueuses respiratoires et qui est un terrain pour faciliter les méningites. Donc nous allons également prévoir un rattrapage vaccinal. Vous savez que j'ai réinterrogé la Haute Autorité de Santé devant près de 600 cas de méningite en France, un peu plus de 60 décès. Il était important de pouvoir réagir. Donc la Haute Autorité de Santé a rendu ses expertises, et nous avons rebalayé et simplifié le carnet vaccinal concernant la méningocoque, et nous associerons, donc vous l'avez bien compris, lors de la vaccination HPV, la proposition de pouvoir proposer à tous les 11-14 ans d'avoir une vaccination vis-à-vis du méningocoque, et puis de pouvoir aussi conseiller très fortement aux 14-25 ans, donc là on est un peu chez les plus âgés, de pouvoir aussi revoir leur statut vaccinal vis-à-vis du méningocoque. Ça me permet aussi de remercier, je ne sais pas s'ils sont dans cette salle, mais ça leur sera transmis, toute la communauté éducative, recteurs, conseillers, proviseurs, enfin tout le monde, toutes les personnes qui se sont mobilisées, notamment à Rennes, quand nous avons pris cette décision de vacciner tous les étudiants, tous les 14-25 ans, puisque la cible était de 80 000 étudiants et que nous en sommes à près de 68 000. Donc on voit que quand il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs, eh bien, on peut arriver à protéger notre jeunesse. Alors j'ai mentionné la vaccination, mais c'est aussi l'école est un lieu où se construisent quelque part les réflexes de santé qui permettront à chacun d'acquérir les bonnes habitudes, le fait de pratiquer l'activité physique. Je pense qu'il est important de redire qu'en 40 ans, les enfants ont perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire, ce qui est assez inquiétant. Je suis surtout cardiologue avant d'être ministre, et je crois que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher pour remettre cette habitude qui, on voit bien, c'est multifactoriel. Les écrans sont un sujet de sédentarité, de perte d'activité physique importante. Plus de sédentarité, moins d'activité physique et naturellement une obésité qui apparaît. Donc c'est important aussi de pouvoir prévenir et d'avoir un message clair vis-à-vis aussi de l'éducation à l'alimentation. Et puis si on continue, la santé bucco-dentaire et les préventions naturellement sur les addictions qui sont extrêmement importantes. Ça ne nous exempte pas de pouvoir naturellement parler des infections sexuellement transmissibles. Et nous réfléchissons, les deux ministères, sur des âges de détection, puisque les écrans entraînent aussi beaucoup de
pathologies qui existent déjà, mais qui en accélèrent la fréquence ou en augmentent le pourcentage, notamment la myopie chez l'enfant, qui sera ensuite une cause de cécité importante sur laquelle il faut réfléchir à comment on peut mieux dépister l'amblyopie et la myopie. En tout cas, c'est tous ces sujets sur lesquels nous allons pouvoir continuer d'échanger, de travailler avec la communauté éducative, la communauté médicale, paramédicale de l'éducation nationale. Je voudrais aborder un autre sujet qui est celui de la santé mentale. Grande cause nationale, vous le savez, sur lequel je pense que la cible des jeunes est une cible prioritaire, principale, sur toutes les notions de bien-être que les élèves doivent trouver dans leurs établissements scolaires, qui participent à leur épanouissement, à leur développement, à leur estime de soi. Toutes ces compétences psychosociales qui vont faire finalement le socle d'une bonne santé mentale à l'âge adulte. Et naturellement, on le sait tous, l'adolescence est souvent le moment aussi où peuvent se déclarer des pathologies psychiatriques. Alors nous avons beaucoup de déstigmatisation. Certains journalistes ou artistes révèlent leur bipolarité. Ça aide à déstigmatiser, et c'est important, et c'est aussi l'objet de cette année santé mentale qui ne doit pas rester qu'un slogan, qui doit pouvoir infuser toutes nos politiques publiques. Donc il y a cette déstigmatisation, et puis il y a surtout le repérage, et je crois que pour avoir beaucoup consulté les communautés de psychologues, de psychiatres, nous avons fait encore récemment au ministère de la Santé des assises, en recevant le Collège national de psychiatrie, c'est de pouvoir mobiliser à l'école, mais dans les entreprises, dans les clubs sportifs, une dynamique de repérage vis-à-vis de tout changement de comportement qui paraissent nécessaires de pouvoir alerter. Ça nécessitera naturellement prise de conscience, formation. Je crois que la ministre Borne va revenir sur ces sujets, parce que naturellement que tout retard de dépistage contribuera à des difficultés et plus tard à l'âge adulte, et surtout des troubles du neurodéveloppement. Je ne peux pas ne pas évoquer les enjeux d'harcèlement scolaire qui sont extrêmement importants, mais sur lesquels vous êtes déjà fortement mobilisés. Donc l'école finalement est un lieu de réduction des inégalités, et ça doit être aussi un lieu de réduction des inégalités vis-à-vis de la santé. Et je pense que vous avez un rôle fondamental dans poser les bases du bien-être de nos futurs adultes, et puis surtout de permettre cette éducation à la santé. Alors maintenant, on va évoquer une deuxième partie, c'est comment on peut renforcer cette médecine scolaire par rapport au personnel, aux professionnels qui peuvent bâtir ces sujets. Nous avons travaillé avec Elisabeth Borne sur ces sujets. Ça passe naturellement d'une façon globale sur des propositions qui seront votées dans le cadre du pacte déserts médicaux sur de la formation, former plus, former mieux, former partout pour avoir plus de professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, et puis ensuite de faire en sorte de comment les mesures d'attractivité que j'ai déjà entendues par l'orateur précédent, de comment on peut finalement renforcer la médecine scolaire en proposant des conditions d'attractivité. Alors je crois que ça passe naturellement par une meilleure connaissance de nos étudiants en santé, des métiers de la médecine scolaire. Je pense notamment aux infirmiers puères, tous ces, voilà, ce qui aura nécessité de pratiques avancées en médecine scolaire. Moi, j'y suis pas opposé, donc c'est tous ces sujets-là qu'on doit pouvoir avancer ensemble. En tout cas, ça passe essentiellement par et prioritairement, je dirais, par la simplification des voies d'accès pour tous les professionnels qui souhaitent s'engager dans l'éducation nationale et s'engager à l'école auprès des élèves. Je pense notamment aux médecins scolaires, aux infirmiers scolaires, aux psychologues, de pouvoir travailler et continuer de travailler à la facilitation de ces voies d'accès. Je pense notamment aussi à la pratique que j'ai quotidiennement avec le personnel hospitalier qui pourrait,
ça a été dit, ça a été évoqué, au titre de la formation continue, d'une réorientation de carrière, on peut entendre qu'au bout d'un certain nombre d'années, dans des services hospitaliers, avec des rythmes 3-8 ou autres, on puisse effectivement s'orienter autrement, et je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que ces carrières doivent pouvoir s'enchevêtrer et pouvoir peut-être envisager, à partir d'un certain temps, sans dépeupler l'hôpital ou autre, mais de pouvoir avoir peut-être ce pouvoir permettre aux professionnels qui le souhaitent de se tourner vers l'exercice scolaire et pour pouvoir inciter en levant la complexité et parfois la longueur du processus de sélection. Je crois que ça peut être une piste intéressante. Je vous le disais, nous avons examiné il y a quelques jours la proposition de loi au Sénat sur le métier d'infirmier et que nous puissions, je l'espère, simplifier drastiquement l'accès et les mobilités vers le secteur de l'école et de l'éducation nationale. Je pense que la barrière à l'entrée que constitue le concours pourrait effectivement être une solution qu'on pourrait travailler. Enfin, je pense aussi aux exercices pluriels. Je pense qu'il est possible aussi d'avoir un exercice mixte. C'est un hospitalier qui vous le dit avant d'être ministre. Je crois qu'on peut reprendre cet exercice hospitalier, cet exercice libéral, et pourquoi pas avoir un exercice mixte entre une activité éducation nationale et libérale, une activité éducation nationale et hospitalière. Je pense que ça correspond aussi aux attentes de nos professionnels de santé pour avoir des carrières plus diversifiées qui sont notamment particulièrement prisés par les nouvelles générations. Donc tous ces sujets-là sont des vecteurs d'attractivité et des pistes de travail, et c'est bien l'enjeu de ces assises, de pouvoir effectivement échanger sur ces pistes pour pouvoir, vous l'avez bien compris, renforcer, approfondir l'action coordonnée entre mon ministère, celui de la santé, et celui de l'éducation nationale. Je crois que la santé scolaire fait partie intégrante de celui de la santé des enfants, des jeunes. Je mesure aussi notre responsabilité collective qui est vis-à-vis de ces futurs concitoyens, et je pense que nous pouvons avancer sur ces sujets ensemble. En tout cas, sachez pouvoir compter sur mon engagement, celui de mon ministère, pour essayer de concourir à l'amélioration de la santé de nos enfants, de vos élèves. Merci à vous. J'invite Madame la Première ministre Elisabeth Borne à nous rejoindre. Madame la Première ministre Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le ministre, cher Yannick Neuder, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice générale de l'enseignement scolaire, madame la rectrice de Paris, mesdames et messieurs les rectrices et recteurs, mesdames et messieurs les DAZEN, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs, mesdames et messieurs les personnels médicaux et sociaux de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des organisations syndicales, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs. Je tiens d'abord à saluer la qualité des interventions et la force des témoignages qui ont rythmé cette journée. Je veux également vous remercier, Monsieur le ministre, cher Yannick Neuder, pour vos mots qui illustrent la convergence de nos priorités et de nos actions. Ces assises de la santé scolaire étaient attendues, je le sais. Elles sont le fruit de semaines de concertation réunissant les organisations syndicales, les services et personnels de l'éducation nationale, les parents, mais aussi les élèves, par la voix des élus du Conseil national de la vie lycéenne.
Elles ont abouti aujourd'hui à une journée de dialogue dense et exigeante, mais surtout indispensable. Ces assises répondent à une urgence dont chacun, je le sais, mesure la gravité. Notre système de santé scolaire ne répond plus aux besoins des élèves. L'augmentation des élèves à besoins particuliers nécessitant un suivi pédagogique et humain est une réalité que vous connaissez. Les effets des confinements, les séquelles du Covid, l'influence croissante des réseaux sociaux, tout cela nourrit des tensions collectives, des fragilités individuelles et une souffrance trop souvent invisible. Cette nouvelle donne appelle une refondation ambitieuse de notre système de santé scolaire à la hauteur de ces nouveaux défis, en réaffirmant avec force les missions fondamentales de la santé scolaire, la prévention, la détection et la promotion de la santé. Mesdames et messieurs, l'école, c'est son premier devoir, doit d'abord instruire, transmettre, former des citoyens. Mais on n'enseigne pas à des élèves en souffrance, qu'il s'agisse de troubles somatiques ou psychologiques, visibles ou invisibles. Faute de dépistage ou de sensibilisation précoce, ces difficultés s'ancrent dans la scolarité et se répercutent ensuite dans la vie d'adulte. C'est pourquoi notre politique de santé scolaire doit désormais s'appuyer sur 4 priorités. D'abord, agir dès le plus jeune âge pour renforcer la prévention. La visite de 6e année n'est réalisée que dans 20% des cas, en ciblant certes l'éducation prioritaire où les besoins sont importants, mais en laissant parfois sur le bord du chemin d'autres élèves, notamment dans les territoires ruraux. Ça n'est pas acceptable. Pour que chaque élève puisse entrer sereinement dans les apprentissages, il est essentiel de mieux repérer les premières difficultés dès qu'elles apparaissent. Notre engagement est clair. Soit le dossier médical de l'élève permet de s'assurer qu'il bénéficie d'ores et déjà d'un suivi approprié, soit il devra bénéficier d'une consultation dans le cadre scolaire. Ma deuxième priorité est de remettre au cœur de la pratique quotidienne de tous les acteurs de la santé scolaire ces 3 principales missions, la prévention, la détection et la promotion de la santé. Car vous l'avez dit, ces missions sont souvent concurrencées par des tâches administratives sans bénéfice concret sur la santé des élèves. C'est pourquoi nous allons lancer une vague de simplification en allégeant par exemple le suivi des plans d'accompagnement personnalisés afin de libérer un temps essentiel aux médecins scolaires. De même, la visite médicale requise pour certains travaux réglementés ne sera réalisée qu'en début de formation. Troisièmement, nous devons faire alliance avec les partenaires de l'école pour garantir une prise en charge plus efficace. Vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, nos synergies sont précieuses. Comme vous l'avez dit, l'école est et doit être un lieu de santé. Nos succès collectifs sur les campagnes de vaccination menées contre le papillomavirus et la campagne qui s'annonce contre les méningocoques l'illustrent. L'école est donc en première ligne pour vacciner, pour détecter les troubles, le mal-être, les situations de handicap. Mais les établissements scolaires et leur personnel ne peuvent ni ne doivent se substituer à une prise en charge médicale ou thérapeutique. Pour mener à bien ces missions, l'école ne peut être seule. Nous devons au contraire conjuguer nos efforts avec l'expertise de nos partenaires. La pratique mixte des médecins en ville et en médecine scolaire, sur laquelle nous travaillons avec le ministère de la Santé, illustre ces synergies. Nous veillerons également à systématiser les conventions avec les PMI et à inscrire notre action dans les plans territoriaux de santé publique. Tout cela sera rendu possible grâce à une coopération étroite avec les ARS. Pour cela, je tiens de nouveau à vous remercier, Monsieur le ministre Cher-Yannick Neuder, pour votre soutien déterminant. Enfin, vous le savez,
ces assises s'inscrivent dans notre grande cause nationale, la santé mentale. Une cause que j'ai portée comme Première ministre, notamment en lançant le plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école. Parce que le harcèlement est l'un des déclencheurs majeurs du mal-être qui peut conduire à l'irréparable. Et parce que combattre le harcèlement, c'est soigner l'école et ses élèves. La santé mentale est donc naturellement ma 4e priorité et je souhaite détailler davantage les mesures que nous mettrons en place dans ce cadre. Parce que, mesdames et messieurs, les chiffres sont implacables. 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent déjà des troubles mentaux probables. Au collège et au lycée, plus de la moitié des élèves souffrent de troubles somatiques, maux de tête, insomnie ou dépressifs. Les jeunes filles sont particulièrement touchées. Une lycéenne sur 3 a eu des pensées suicidaires ces 12 derniers mois. Ces troubles fragilisent les apprentissages. Ils minent la confiance en soi à l'âge où elle se construit. Et faute de prévention, ils peuvent mener au pire. L'actualité, et tout particulièrement le drame survenu à Nantes, nous rappelle que la détresse peut devenir danger pour soi ou pour les autres. Et je veux à cet instant avoir une pensée pour les victimes, en particulier pour l'adolescente qui a perdu la vie, pour leurs familles et leurs proches. Oui, mesdames et messieurs, nous devons repérer les signes de fragilité, veiller à la prise en charge des jeunes en détresse et détecter les maltraitances. Dès la rentrée scolaire 2023, à l'issue de la pandémie du Covid-19 et des confinements, nous avons créé les équipes académiques en santé mentale et proposé les premiers protocoles dédiés pour les établissements scolaires. Mais à l'heure actuelle, seuls 14% de ces protocoles sont effectivement rédigés et mis en place. Il nous faut donc aller plus loin. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, à l'issue de ces assises, je vous propose 3 axes pour agir ensemble en faveur de la santé mentale des jeunes. Nous devons d'abord renforcer la détection et la prise en charge immédiate des troubles. C'est pourquoi je demande à tous les collèges et à tous les lycées de se doter d'un protocole de santé mentale d'ici la fin de l'année 2025. Dans le premier degré et dans le même délai, ce protocole sera construit en circonscription et mis à disposition des écoles. Un parcours de formation en ligne sera proposé aux inspecteurs du premier degré et au personnel de direction pour les accompagner dans cette démarche. 2 personnels repères en santé mentale seront également formés dans chaque lycée, dans chaque collège et dans chaque circonscription pour déployer ces protocoles. Pour les cas les plus délicats, des coupe-fils seront mis en place pour garantir un accès plus rapide aux centres médico-psychologiques. Sur ce sujet, le travail collectif, partenarial, est essentiel. C'est pourquoi une convention sera signée avec l'Association nationale des maisons des adolescents. Le deuxième axe vise à apporter aux équipes éducatives un appui renforcé et adapté à chaque territoire. Dans chaque département, nous allons créer un pôle psycho-médico-social autour du DAZEN. Ce pôle sera composé des conseillers techniques, médecins, infirmiers, assistants de service social, que nous renforçons d'un conseiller technique en santé mentale. Le pôle sera chargé de définir et de déployer une stratégie et des priorités adaptées à chaque département. Il assurera la formation des personnels sociaux et de santé du territoire. L'appui de l'équipe académique santé mentale pourra aussi être sollicité pour la gestion des situations les plus complexes. Enfin, nous devons avant tout agir en direction des principaux intéressés, les élèves. Ils seront eux-mêmes formés, sensibilisés et outillés. Car la promotion de la santé passe par l'acquisition dès le plus jeune âge de compétences psychosociales. Le nouveau socle commun de connaissances et de compétences, qui sera publié à l'automne 2025, aura notamment pour objectif de développer ces compétences psychosociales.
Nous allons également proposer aux lycéens des modules de sensibilisation avec une priorité donnée aux élèves membres des conseils de la vie lycéenne, comme ils l'ont eux-mêmes suggéré lors du dernier Conseil national de la vie lycéenne. Ces formations viseront à promouvoir l'entraide entre pairs, sans faire porter bien sûr le poids du dépistage sur les jeunes. Mais je sais qu'ils seront à la hauteur de leurs responsabilités. L'investissement qu'ils ont fourni lors de ces assises l'a montré. Cette attention portée à la santé mentale de nos élèves va de pair avec la vigilance particulière que nous portons sur le rôle des écrans. Je pense ici à la pause numérique au collège et au droit à la déconnexion pour les espaces numériques de travail et les logiciels de vie scolaire qui seront mis en œuvre dès la rentrée prochaine. Enfin, l'information aux élèves et aux familles sera renforcée, au plus tard à la rentrée prochaine, avec l'inscription des 3 numéros de signalement et d'écoute dans les carnets de correspondance et les espaces numériques de travail et leur affichage au sein des établissements. Mesdames et messieurs, je sais que sans les milliers de personnes qui agissent chaque jour, du premier au dernier kilomètre, rien de tout cela n'est possible. Je sais aussi combien cette tâche est complexe. Repenser les organisations, former les personnels, accompagner les élèves ne suffit pas. Aujourd'hui, la médecine scolaire traverse une crise d'attractivité avec près de 40% des postes de médecins scolaires vacants. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui des mesures en faveur des métiers de la médecine scolaire qui s'appliqueront dès 2026. La carrière des médecins sera revalorisée et fluidifiée, et je sais que cette mesure est très attendue, et nous procéderons également à un renforcement des effectifs d'infirmiers, d'assistants sociaux et de psychologues de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, ces assises ne sont qu'une étape. Vous l'aurez compris, elles nous engagent collectivement à poursuivre le travail lancé avec tous les acteurs. Le projet que nous portons pour la médecine scolaire est exigeant, mais il est indispensable, parce que mieux vaut prévenir que guérir, parce que mieux vaut former que soigner, parce que mieux vaut accompagner que subir. Alors continuons ensemble à faire de l'école la promesse tenue de la République, partout, pour tous, en bâtissant une institution plus inclusive, plus lucide, plus protectrice. Une école qui vit avec son siècle et qui le comprend. La santé scolaire ne doit plus être un problème. Elle vient soutenir une meilleure réussite scolaire et personnelle des élèves. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons y parvenir. Je vous remercie.